souvent des réservations soit conseillées ou obligatoires, notamment pour les tables de pique-nique, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte que ça a fait des malheureux où d'autres personnes sont arrivées, sont assis, et on est obligé presque de faire le vigile de supermarché ou de restaurant, de dire excusez-nous, c'était réservé, vous avez vu le panneau, je vous prierai de vous pousser. Donc ça fait, en tant que vigneron, on n'est pas là pour faire les gentils organisateurs. Moi, je pense que les gens, ils peuvent se domestiquer et le faire seuls. Je fais, moi, une petite balade que j'organise dans les vignes, à pied, où j'explique. Là, je mets une réservation conseillée, mais j'ai jamais, parce que c'est mon manque d'organisation, réussi à bien le gérer, mais j'en ai fait à 70 personnes et c'est un peu insupportable pour moi comme pour les gens d'arriver à avoir un échange et une bonne ambiance sur ce genre de discussion, plus les gens qui vous prennent en aparté. C'est vraiment, moi, je le fais un petit peu au feeling, c'est-à-dire je demande réservation conseillée, j'essaye de noter, mais sans dire c'est quelque chose de figé, c'est-à-dire que vous n'avez pas votre table, ben, tant pis. Voilà. Rien n'empêche, ça ne nous oblige pas à figer, c'est qu'on prévoit toujours plus pour les gens qui arrivent après. Et après, c'est vrai que ça demande un minimum d'organisation, puisque ça prend du temps quand même aussi de répondre au téléphone, de noter les noms. Ouais. Et par contre, avant que l'événement commence, il y a c'est marqué sur les tables. Et ceux qui ont réservé, c'est marqué sur les tables. Table de Monsieur Dupont, de Bernadette, et c'est noté. Donc après, une fois que l'événement a commencé, on n'a pas besoin de faire la place. Et toi, Virginie, tu n'as jamais eu à en sortir pardon, c'est Émilie, oui. Pardon, parce qu'il y a aussi Émilie là-bas. Émilie, ouais, tu n'as jamais eu ce souci de pouvoir bouger des gens qui se sont assis à une table qui n'était pas à eux? Non, pas forcément, parce que dans l'organisation, après, on n'a pas autant de monde aussi. Ouais. Nous, on a commencé en 2020, donc pareil, mais à savoir qu'on est un domaine relativement jeune, on vinifie que depuis 2016 et on fait des événements au domaine que depuis 2019. Donc, on a un fichier client qui est minime et une notoriété qui est tout à fait petite. Je suis un peu dans la même chose, mais ouais, moi, c'est toujours délicat, du moins, j'aime satisfaire tout le monde et voilà. Par contre, je vais limiter à 500 personnes l'entrée du domaine. Parce que voilà, il y a une soirée musicale, tout ça, donc bon, l'entrée est gratuite, tout est quasiment gratuit à part mais je limite à 500 personnes parce qu'au niveau de la restauration, et là, c'est un petit peu un point fort que j'ai, c'est-à-dire que les agriculteurs qui viennent, je ne leur prends pas d'argent pour dire vous vous installez, vous participez avec moi pour les frais musicaux. Ils sont aussi acteurs de l'événement, c'est-à-dire qu'ils doivent aussi faire partager l'événement autour d'eux sur les réseaux sociaux. Et donc, par contre, je commence à le limiter maintenant à 500 personnes parce qu'au-delà, si c'est pour se faire des 2 heures de file d'attente pour pouvoir manger, c'est toujours problématique parce que les gens, bien souvent, même si le pique-nique est autorisé, le pique-nique est tiré du sac et même le bienvenu, les gens ne veulent pas s'encombrer et veulent venir un petit peu à la dernière seconde avec des amis qu'ils ont appelés, dire « Ah ben viens, tiens, tu peux amener le pique-nique, mais il y aura aussi à manger. » Et en mettant aussi en avant les confrères agriculteurs, de leur dire attention, moi je vous demande pas de sortir des milliers d'euros en marchandises qui risquent de s'abîmer, mais voilà, on attend entre 20 personnes et 400 personnes. Voilà, ne me faites pas passer pour un idiot et ne passez pas pour un idiot non plus. Et c'est aussi une porte d'entrée pour eux de faire découvrir ce qu'ils font et de jouer la carte. Il y a le pique-nique chez le vigneron, mais il y a aussi des agriculteurs autour qui font à manger. Ça fait un peu peur pour le parking, là, votre... Non, on n'a pas un parking. Non, moi, je le fais sur des champs, comment ça s'appelle, de fourrage. Ah ouais, on n'en a pas. Voilà, j'ai des champs de fourrage et puis il y a des années où je pense que ça va être bien les réservations et nous ça va être obligatoire. Après vous avez, je ne sais pas comment c'est physiquement, mais vous avez l'option de les gens se garent sur le bord de la route. Un peu comme une rave party et voilà. Non, c'est pas possible non plus. C'est pour ça qu'on a un petit parking. Vous pouvez demander l'appui aussi à la commune au niveau des tables et des chaises. Moi, c'est quelque chose que je demande à la municipalité. Oui, bonne idée, oui. Castries, c'est gratuit pour moi, pour ma part. Hein. Il y a des communes qui le font payant, mais bien souvent les mairies le font uniquement pour des rassemblements familiaux.
Mais si la date n'est pas prise, ils le prêtent et ils nous le livrent gratuitement. Donc, et je sais que sur toutes les communes aux alentours, c'est quand même un appui qui est au niveau de la logistique qui est énorme et financière aussi qui se retrouve. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Ouais. Donc, je sais, alors, donc, Émilie et Thierry, ça fait 3 ans que vous faites le pique-nique, Voilà, c'est c'est ça? ça. C'est la troisième année, oui. Voilà. Bernard, toi, ça fait plus longtemps, ça fait déjà quelques années, là. 2016. Et oui, 2016. Voilà. Et chacun, est-ce que vous pourriez nous dire un peu pour quelles raisons vous avez eu l'idée ou l'envie de participer à ce pique-nique au départ? Qu'est-ce qui vous a motivé? Allez, c'est peut-être répondre. Comment? Disons que depuis quelques années, nous, on essaie de développer au niveau no touristique le domaine. On a essayé plusieurs choses, notamment de ferme en ferme. On a fait quelques concerts, etc. Et puis un jour, on a vu, je ne sais pas où d'ailleurs, on a entendu parler en tout cas du pique-nique et on s'est dit on va tenter, on va voir ce que ça donne. Et puis ça nous a plu, on a continué. Voilà. Je ne sais pas où je l'ai vu d'ailleurs. C'est-à-dire que non, tu n'étais pas encore là à l'époque, je pense. En tout cas, le syndicat qui nous en a parlé, enfin, on y est venu, ça nous a plu, on a réitéré tous les ans. Voilà. Et au début, tu as commencé, tu avais beaucoup de personnes? Alors justement, j'ai pris des notes parce que je suis un garçon sérieux. Alors on a commencé, au début, on avait 50 personnes. Oui. Voilà. Et on est passé de 50 à 120 personnes au fil du temps. Sur le week-end ou par jour? Alors moi, je parle sur le week-end, Sur la totalité des pique-niques. C'est très bien. Donc, ça veut dire 25 au départ par jour et puis ensuite 60. Quoi. 60. Voilà, Ça fait 50, 40. 60, on est actuellement. Ça fait 40 en C'est moyenne. assez Je regardais les chiffres en milieu d'après-midi. Effectivement, c'est monté assez rapidement, quoi. Je crois qu'on était aux 120 personnes à partir de 2019, quoi. Il a fallu 2-3 ans pour que ça prenne un peu le pas. Et puis, nous, on en a fait un à la sortie du Covid. Là, je crois qu'on a vu 200 personnes. Voilà un peu l'idée. Ah oui, c'est vrai, l'année où ça avait été reporté, je me rappelle, tu avais fait tu avais Voilà, fait le pique-nique. L'envie de sortir, quoi. Exactement, ouais, de se retrouver dans un milieu relativement sain. Oui. Parce que les gens avaient quand même un peu peur. Le fait d'être à l'extérieur dans un domaine viticole, on dégage une image plutôt saine, pardon. Ouais. On ne va pas confondre. Et toi, Émilie? Du coup, alors nous, c'est complètement différent puisqu'on on disait que ça faisait la 3e année qu'on participait. Et après, à savoir qu'on est un cas particulier puisqu'on ne faisait pas de no tourisme, qu'on n'avait pas de fichier client. Donc, on partait réellement de zéro. Donc, la première année, on a fait du classique, dégustation, visite de cave. On n'avait pas de restauration. On proposait uniquement le pique-nique. Ça ressemblait beaucoup à des portes ouvertes. On avait prévu de le faire le samedi et le dimanche. Le samedi, ça a à peu près bien marché puisqu'on avait une trentaine de personnes. Le dimanche, on a dû annuler puisqu'on avait seulement 2 réservations. Et ça ne valait pas le coup d'ouvrir le domaine pour 2 personnes. On les a accueillis puisqu'ils avaient réservé. Mais une fois qu'on leur a fait la prestation, ils n'ont même pas voulu pique-niquer sur le domaine. Ils voulaient juste visiter la cave. Et on a fermé. La deuxième année, et un point important de la première année, c'est ce que Anne disait tout à l'heure, on s'était appuyé seulement sur la communication globale des vignerons indépendants. Grossière erreur. Voilà. En même temps, sans fichier client, sans rien, c'était compliqué de faire. Mais bon, on a appris. Et la deuxième année, on a voulu faire quelque chose de beaucoup plus attractif pour accueillir des familles. Et on a fait un concept un peu entre vignes et taureaux, puisque par chez nous, on a quelques manades et on travaille aussi, on loue des terrains à des manades autour de chez nous.
Et dans la journée, on faisait visite dans les vignes, dégustation, tour en tracteur. Et on avait le manadier qui était venu avec 2 taureaux, quelques chevals. Et on n'était pas là pour faire un lanciero, pour faire des courses camarguaises. On avait profité de cette journée pour faire une découverte d'une autre culture, d'une autre tradition qui est très peu connue dans notre terroir. Donc ça va attirer pas mal de monde. On était à plus de 80% de participants. Et pour le traiteur, 50% à peu près, c'est du 50-50, des gens qui ont apporté leur pinique et d'autres qui ont profité du traiteur. Voilà. Et ça marche auprès de quel public, la petite balade en tracteur? Enfin, je suppose avec une remorque derrière. Eh bien, étonnamment, à tout le monde. On ne pensait D'accord. pas. On avait fait ça en disant les enfants, ils vont adorer. Voilà. Et puis finalement, tout le monde a voulu y monter dedans, des fois même plusieurs fois. On ne pensait pas que c'est un réel succès. Et puis finalement, si. Parce qu'on a prévu de le faire, donc ça me conforte dans cette idée. Ouais, les gens avaient beaucoup aimé. Et puis surtout, si les vignes sont loin du domaine, Moi aussi. voilà. Et les gens à pied, quand on leur dit bon, la balade, ça dure 20 minutes, ils sont ça en refroidit certains. Et surtout s'il fait chaud. Super. Et pensez à prendre, s'il fait chaud, des packs d'eau dans le je ne sais pas combien dure votre balade, mais des packs d'eau dans le tracteur. Ça sera très même pour un quart d'heure, il faut prévoir de l'eau, on ne sait jamais. Ouais. Voilà, c'est apprécié et la petite attention les touche généralement. Oui. Ça, si je peux apporter un témoignage, il y a le Masbouin de Pixanou qui organise ce genre de choses, donc en tracto tour. Et lui, c'est vraiment une prestation qui fait payer, je crois, autour de 25 €. Avec la balade, plus un apéritif en fin de journée, coucher du soleil, et ça marche très très fort. Tous les nuits sont pleins et c'est très demandé. Par contre, vous m'entendez là? Oui. Bernard, Je vous entends. Je suis pas sûr que le tour en tracteur au niveau de la légalité, ça ne fasse pas lever les cheveux sur la tête de Franck. Ouais. Non Qui n'est pas là. Franck, Peut-être dans la remorque, pas dans le tracteur en lui-même, Alors, mais dans la remorque, certainement, oui. Pour abonder dans le sens de Bernard, voilà, moi je vais souvent sur la plage de l'Espiguette et vous aviez un petit train comme ça avec qui amenait les gens du camping au bord de plage et c'était des petites voiturettes, trucs. Et un jour, il y a une enfant qui est tombée, le petit train y a roulé dessus. Alors, bon, un bras cassé, voilà, pas de séquelles gravissimes, mais le camping s'est retrouvé à payer des milliers, voire presque le million d'euros en dédommagement. Il n'y a plus de petits trains depuis cette amende. Moi, je pense que Franck Tacconi, là-dessus, pourrait jouer le rôle un petit peu… Ça, on pourra creuser la question. Et- Il n'est pas là parce qu'il est en arrêt maladie. Mais… Pour rebondir, nous, c'est une question qu'on s'était posée, donc on avait appelé notre assureur et on était couverts sur ça. Et vu que maintenant, quand on fait des événements, là, donc je parle hors vignerons indépendants, on commence à avoir de plus en plus de monde. Pour avoir une sécurité supplémentaire, je voulais créer une décharge et que les personnes, avant de rentrer dans le tracteur, signent une décharge pour être, même si notre assureur nous a dit qu'on était couvert, avoir une protection supplémentaire, puisque c'est vrai que c'est un point à ne pas oublier. On peut se faire attaquer pour tout et n'importe quoi. Il suffit qu'ils aient bu sur votre domaine, ils traversent la route et ils se font, sans parler du tractotour, s'ils se font arrêter, c'est nous qui sommes en tort. Par contre, sur la décharge, je vais poser la question aussi à Franck parce que je pense que ça libère pas de toutes les responsabilités. Il faut être assuré en conséquence aussi. Voilà. Oui, on va vérifier auprès de l'assureur. Très C'est bonne le mieux. idée. Ouais. Et donc, toi, du coup, Alors moi, c'est grâce à la com des vignerons indépendants en fait, que j'ai connu le pique-nique des vignerons indépendants. C'était un peu une période un petit peu spéciale pour moi. C'est l'année où j'ai perdu mon papa. Donc, du coup, il y a certaines choses qui se sont un petit peu débloquées. Il y a aussi le fait qu'il fallait que financièrement, le domaine soit un peu plus dynamique parce que financièrement, il faut payer les droits de succession. Donc, on s'est
mis un peu plus sur le côté tourisme, du moins sur le côté notoriété du domaine par l'appui des vignerons indépendants. La com, certes, des vignerons indépendants est très intéressante parce qu'il y a eu du monde, mais la com que je fais sur le domaine est encore plus importante. Alors ça va, je vous donne des petites astuces, hein. Truc un peu stupide, ne serait-ce que les commerçants de la ville ou du village autour de chez vous, le camping municipal ou les campings autour, parce que week-end de Pentecôte, les gens arrivent, ils se disent tiens, 3 jours, ah ben tiens, on va aller manger au resto, ah ben non, regarde, il y a un pique-nique, et j'ai récupéré pas mal de monde comme ça. Et après, voilà, j'hésite pas à faire une pub, moi, sur les réseaux sociaux comme sur Facebook, où j'investis 60 à 80 euros. Et cette pub marche quand même drôlement bien. Voilà, c'est à peu près tout dans l'ensemble sur au niveau comment voilà, j'ai connu le pique-nique et la communication. Et ça avait commencé fort dès le départ chez toi, hein? Ouais, moi ça a commencé fort dès le départ. Alors j'ai toujours nous, comme on est vraiment très très proche de Montpellier et qu'on a vraiment beaucoup de concurrence avec d'autres domaines viticoles qui organisent des événements très très régulièrement, on a toujours joint ça avec un événement musical où alors voilà, c'est les droits SACEM, c'est le groupe de musique à payer. C'est aux alentours de 700-800 euros à peu près à débourser. Mais d'une chose à l'autre, voilà, je ne fais jamais payer l'entrée, que ce soit aux gens. Je ne mets pas un surcoût dans la bouteille parce que les clients ont du mal à comprendre que ils venaient il y a 2 jours, la bouteille était à 8 euros, et puis en fait, ils viennent à l'événement, la bouteille était à 10 ou 15 euros. Par contre, je sais que les petites attentions, comme parlait Émilie, de la petite bouteille d'eau. En fait, je mets une bouteille d'eau offerte sur chaque table. Et après, je mets une bouteille supplémentaire parce que les gens ne vont pas se gaver que d'eau et que je ne suis pas un vendeur, du moins. Je ne produis pas de l'eau. Je mets la petite bouteille à 50 centimes, du moins la bouteille de 1,5 litre à 50 centimes, sachant que j'achète à 30 centimes. Voilà, c'est juste pour marquer le coup, pour pas qu'ils aillent se servir au robinet du fourrage et qu'ils soient malades parce qu'on a servi de l'eau du fourrage qui n'a pas l'analyse de potabilité. Voilà. D'accord. Et donc, Bernard, juste relance pour les... Toi, tu fais des animations aussi? Oui. Oui, donc, au niveau des animations, on fait un minimum. Je parle pour le pique-nique, hein, qu'on soit bien d'accord. Les concerts, c'est autre chose qu'on fait à part. Donc, pour le pique-nique, on fait quasiment aucune animation. L'idée était de faire venir les gens chez nous, de passer un moment sympathique. On appelle ça un peu garden party, dans l'esprit justement de garden party, de façon à ce que nous ayons le moins de boulot possible. Parce qu'il est vrai qu'au mois de juin, à la vigne, on est complètement débordé. Bon, nous, on gère ça avec Christine K2. Wow. Donc, c'était vraiment l'idée de ne rien proposer. Bon, c'est assez paradoxal. Bon, évidemment, on a eu fait, il y a quelques années, maintenant on le fait beaucoup moins, des balades vigneronnes. On s'est aperçu au fil du temps que les gens n'avaient pas envie de marcher, comme on disait après, ma collègue. Donc, on les reçoit, on visite un peu la cave, et puis on passe directement à la dégustation. Tout le monde est content, ça marche très bien. Voilà. Et on ne veut surtout pas amener d'autres animations, pour les raisons que je citais. D'accord. Et vous êtes dans quel village? Gabian. Ok, merci. Et Émilie, tu voulais dire? Oui, je dis, et en plus, si ça marche comme ça, faire venir un groupe ou faire venir, comme nous, la manade, c'est un coût supplémentaire. Ça ne sert à rien d'augmenter son budget alors que le monde est déjà là. Si on veut, si on veut augmenter la fréquentation. Mais ça, après, c'est une autre histoire. Ça dépend de vos objectifs. Oui, et puis il faut s'adapter à son secteur aussi. Oui, complètement, quoi. Disons que nous, on arrive à avoir plus de 100 personnes sur le pique-nique. On en organise en plus, par ailleurs, d'autres un peu en freelance, parce qu'on trouvait le concept très sympa. Ça, c'est un peu celui dans le coin, donc ça fonctionne bien. On fait donc le pique-nique vigneron indépendant plus un autre. On est à chaque fois à 100-120 personnes. Donc l'idée, c'est de continuer comme ça, sans pour autant apporter d'autres choses.
C'est avantageux, ça ne demande pas d'organisation quasiment. Ouais. Je ne sais pas si les tables de pique-nique, elles sont installées annuellement ou s'il faut les installer à chaque fois. Non. Comme Luc, on va à la mairie du coin, qui sont très sympas. On va les chercher, on les ramène, voilà quoi. Comme Thierry. Et est-ce qu'il y en a qui s'assoient dans l'herbe? Non, ils se couchent dans l'herbe, mais ils ne s'assoient pas. Et non, personne ne mange dans l'herbe. Les gens se mettent vraiment aux tables. Quand ils ont Les gens se mettent aux tables. Ouais. Ouais, ok. Émilie, vous avez des dispositifs où les gens peuvent s'asseoir dans l'herbe ou pas? On a plutôt des tables. Oui. On avait mis des palettes aussi. D'accord. Mais généralement, oui. S'asseoir dans l'herbe, c'est pour dormir ou faire la sieste. Mais voilà. Moi, dans l'idée, voilà, j'ai les tables et les chaises de la mairie donc, que je demande gratuitement. Et comme je ne peux pas leur demander une quantité énorme, cette année, je vais avoir des ballots de paille, du fourrage. Donc, je vais me permettre de faire des petites chaises, des petits bancs avec des ballots de paille. Et c'est ce que les gens cherchent, du moins recherchent vraiment, c'est le côté rustique, d'être assis limite en cercle et d'avoir l'assiette sur les jambes. Ils ne sont pas obligés d'avoir la table et la belle chaise en plastique. Le ballot de paille, même si ça gratte un peu le cul, ça fait aussi l'affaire. Oui, c'est authentique et les gens, ils vont apprécier les gens. Ouais. On fait ça, nous aussi, oui. On a mis des ballots de paille hein, et ça marche très bien, quoi. D'accord. Et vous avez... Oui, allez-y. Non, je disais, c'est noté. Très bonne idée, les ballots. Il faut avoir la paille. Il faut avoir la paille. Hein. Ouais. Et donc, Mon fils était leveur, j'ai de la paille. Pardon? Ouais. Mon fils était leveur, disais-je, j'ai donc de la paille. D'accord. Oui. Et pour organiser donc le pique-nique, chacun d'entre vous, vous y passez, vous sauriez dire combien de temps en amont vous y passez, combien de personnes vous aident, vous êtes combien, voilà, donner une idée en fait à tout le monde voilà, du volume que ça peut représenter en préparation. Alors moi, pour chaque événement, qui soit même que ce soit le pique-nique ou autre, en principe, je me donne un top départ 30 jours avant. Déjà d'en parler sur ne serait-ce que notre compte Facebook ou Instagram, les commerçants dans la ville de Castries, voilà, pour que déjà il y ait un effet de masse qui commence à en parler, parce que bon, certes, sur la première année, ça n'a pas d'impact, mais après la com se fait un petit peu tout seul. Et une fois quasiment c'est à peu près tous les 5-6 jours, je remets une nouvelle, et un petit peu à la fin, les 4-5 derniers jours, je les mets mais régulièrement. Et le dernier jour, je mets des photos de préparatifs, on vous attend, regardez, on a déjà prévu les tables, les chaises pour le pique-nique. Après, au niveau logistique, vraiment sur place, c'est l'affaire de 2 personnes pour nous, hein, sachant que je considère que c'est un événement assez important. C'est l'affaire de 2 personnes, parce qu'on le fait notamment en nocturne. L'après-midi, les gens ont trop chaud ou préfèrent aller à la plage. Et donc, du coup, voilà, éclairage, tirer des rallonges, mettre des boîtiers avec de l'électricité aux normes, tout ça. Donc, il me faut bien 1 jour et demi à 2 jours avant pour faire ça, et ne pas avoir à me soucier vous voyez, j'ai pas le tout à l'égout sur le domaine, donc c'est des toilettes sèches, hein, c'est une cabane avec des copeaux de sciure, que je me retrouve pas à aller vite à nettoyer les toilettes ou quoi. C'est vraiment, il faut vraiment prévoir tout ça et gérer vraiment que le problème de dernière minute de la graffeuse ou des trucs qui manquent vraiment très succincts, quoi. Surtout qu'à 2, oui, c'est pas beaucoup pour organiser tout ça sur 400 personnes. Non, mais c'est à 2. C'est du boulot. C'est prévoir des frigos qu'on laisse sur place, ou faire des logistiques, parce que du rosé chaud ou du blanc chaud, même de l'eau même chaude, c'est pas forcément très agréable. Donc voilà, moi j'ai une logistique au niveau de
frigo sur le domaine. Hein. Je veux dire, je récupère dès que je vois des annonces sur Internet, donne frigo, je récupère. Hein. J'ai l'impression d'être Véronique Courgeot avec plein de frigos et de congélateurs sur le domaine. Mais voilà, ça me permet d'avoir cette logistique. C'est très, très important d'arriver à servir même les rouges à température en dessous de ce qu'elles doivent être. Parce que le temps que les gens les boivent et avec la température, un rouge chaud, c'est imbuvable. Ça vient. Bon, là, on va À ce sujet-là, est-ce qu'ils arrivent à une heure, enfin, ils arrivent à midi, 11h30, 13h, enfin, est-ce que vous avez remarqué une heure inattendue? Si on leur dit midi, nous, ils arrivent à 11h30. Si on leur dit 11h30, ils arrivent à 11h. Nous, pour l'instant, à chaque fois qu'on a fixé une heure, ils sont toujours arrivés une demi-heure à l'avance. Nous, par contre, au niveau des arrivées, c'est assez marrant parce que les plus âgés arrivent plutôt tôt, voire 10h30. On met 11h en fait. Oui. Après, on a une deuxième salve, la plus importante, autour de midi. Ouais. Puis, il nous en arrive jusqu'à 13h. Hein. Ouais. Et une année, nous est arrivé des Belges à 16h. Ok. Et voilà. Pour ma part, donc moi, l'événement se déroule plutôt le soir parce que le midi, il fait trop chaud et que voilà. Mais ouais, c'est un peu comme tout le monde, c'est très hétéroclite. Il y en a qui arrivent avant l'heure, il y en a qui arrivent vraiment après l'heure. Il n'y a pas forcément de. C'est la nature humaine. Hein. Vous avez beau dire à partir d'eux, les gens arrivent avant ou même bien après, quoi. Ils se plaignent bien souvent de ne pas avoir de place ou avoir à manger. Bon, cette année, ce sera un peu plus tôt quand même. Ce sera genre début juin. Ouais, mais début juin, on peut avoir des belles chaleurs. Hein. Ouais, c'est le premier des. Il peut y avoir aussi, ouais. Et des erreurs à éviter ce jour-là ou avant, qu'est-ce que vous auriez comme. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut. Moi, je sais que je ne m'engage pas sur les réservations, mais ça a été dit parce que voilà, je n'ai pas cette fibre d'organisation, de suivi sur les réservations de places assises ou voilà. Ah, oui, après, il faut savoir, il faut tenir le choc derrière, puisque s'il y a plusieurs personnes qui prennent des réservations et qui ne se transmettent pas forcément les informations, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, et en fait que la personne arrive et qu'elle n'a pas sa table réservée, mais là, on perd la figure. Donc, c'est pas bon. Il faut une personne qui s'en occupe et qu'elle soit assez organisée pour ne pas avoir des post-it de partout et d'avoir après les clients qui arrivent en disant oui, moi j'ai réservé, mais finalement, il n'y a pas de place. Mais là, par contre, c'est dangereux. Parce que une fois qu'il est déçu, il ne revient pas. Voilà. À propos, je vous vois au fait là, super. À propos des réservations, et bon, nous, comme je le précisais après, on demande des réservations. Par contre, on ne met pas les noms sur les tables. Et on prévoit toujours plus de tables que les réservations. L'information est importante aussi à ce niveau-là, quoi. Quand je sais que je vais avoir 50 ou 60 personnes, je prévois au moins 80 places, afin de ne pas emmerder et de bien recevoir les gens et de ne pas avoir cette problématique de gens qu'on refoulerait, quoi. Après, les réservations, c'est surtout bon pour ceux qui sont comme nous, qui se lancent pour avoir une certaine visibilité. Après, une fois que l'événement est rodé, je serais plus d'avis pour nous à terme de partir sur le système sans réservation. Mais pour l'instant, on ne peut pas. J'attends d'avoir assez d'expérience dans nos prestations pour avoir une fourchette de personnes et puis m'embêter à devoir réserver. Mais pour l'instant, cette année-là, on fera par réservation. Quand les gens réservent, tu les as au bout du fil ou par mail, tu arrives un peu à avoir la typologie des personnes. Si des fois il venait y avoir quelqu'un qui soit rédhibitoire, on va dire, on peut toujours mettre des pare-feux. Et ça, je trouve plutôt pas mal de savoir qu'il vient chez moi. De mon côté. Hein. Après, ça peut être aussi un avantage quand on a les réservations d'avoir une trace de qui a réservé au cas où il y a un imprévu ou quelque chose pour rappeler les gens, pour leur dire voilà, finalement, ça ne se passera pas comme prévu, ou il y aura des modifications de date ou d'animation, ou prévoyez telle ou telle chose. Voilà, ça permet de recommuniquer avec les gens. Après, ça, c'est avantages. D'abord, effectivement, comme tu dis, Anne, s'il y a un problème météo, comme il y a eu l'année dernière, je ne sais plus auquel on a pris un orage dithyrambique,
On peut toujours avertir les gens. Et puis, deuxièmement, on parlait de fichier client tout à l'heure, qui est hyper important. Ça permet de remplir son fichier client tranquillement au bureau quand on sait les adresses mail, par exemple. Alors que le jour même, aller demander aux gens leur adresse et compagnie, c'est un peu plus embêtant, quoi. Ça, pour moi, c'est clair et évident. C'est pour ça qu'on... Après, nous, sur ça, on a trouvé l'astuce. C'est parce que justement, on n'avait aucun fichier client. Et on a fait un jeu concours où en fait, je ne me rappelle plus comment on avait organisé ça. Oui, c'était un tirage au sort. Donc, ils avaient un bulletin à remplir avec leur nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail. Et à la fin de la journée, on a tiré au sort 3 numéros. Il y avait 3 lots différents. Et en fait, ça nous a permis d'avoir toutes les adresses mail de tous les clients. Mais après, à savoir que pour les fichiers clients, il y a une réglementation aussi dessus. On n'a pas le droit de les rentrer sans leur consentement. Donc, sur le bulletin, on leur a demandé s'ils consentaient ou non de faire partie de notre fichier client. Ouais, alors ça, c'est un problème aussi parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps, je ne sais pas avec qui d'ailleurs, le RGPD quelque chose. RGPD, oui. C'est ça. Ouais, RGPD, simplement les gens, on le sait tous, sont feignants. Donc, s'inscrivent jamais au newsletter et compagnie. Et parfois, il faut un peu leur forcer la main, on va dire comme ça. Donc, je trouve que c'est de bonne guerre, personnellement. Je récupère les adresses mail. Moi, je communique beaucoup par newsletter. Je pars du principe que si la personne reçoit le newsletter de Canal Blesse et que ça la nuit, elle se désinscrit et on n'en parle plus, quoi. Bon, dans les règles, c'est vrai qu'il faut demander l'accord, l'autorisation pour pouvoir envoyer du contenu par mail directement dans les boîtes. Et après, personne ne le fait. C'est comme quand on démarche au téléphone. Il suffit, si on leur demande de nous retirer des listes, ils sont censés le faire. Ils n'ont même pas le droit de nous démarcher, d'acheter des listes pour nous démarcher. Ils le font quand même. Sinon, il y a Blocktel. Ça marche bien. Ouais. Bon, après, nous, au niveau du syndicat, voilà, on est là pour vous donner les règles de base. Après, voilà. Alors moi, après, sur une mise en garde aussi, c'est par rapport aux prestataires avec qui je travaille sur cet événement. Donc, je parle essentiellement d'agriculteurs. C'est de les mettre en garde que quand il y a cet événement, de dire attention, vous venez faire à manger, mais c'est un pique-nique tiré du sac à la base et c'est le concept d'évitement indépendant. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit surpris de dire oh mais attends, qu'est-ce qui se passe, il me sort le barbecue. En plus, moi je mets un barbecue à disposition en plus, c'est-à-dire que celui qui amène sa viande, il peut la faire cuire ou il peut très bien l'acheter au manadier et la faire cuire pour lui-même. Ça voilà, c'est vraiment un truc où je mets en garde. Et par contre, moi j'ai eu des cas où j'ai eu carrément la famille Groseille qui est arrivée, qui est avec les glacières, tout ça, et la bouteille de Riscard, le whisky, mais qui n'ont pas du tout même voulu déguster les vins. Donc ça, c'est toujours un petit peu problématique. Et voilà, pour les nouveaux, moi, c'est vraiment un truc où au début, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on fait? On les sort un coup de pied dans le cul ou malheureusement, voilà, moi, je laisse faire et j'essaye de faire sans être désobligeant, faire comprendre, dire vous savez, vous êtes sur un domaine viticole, vous pourriez faire goûter un petit peu les produits, voilà. Mais bon, ça, bien souvent, ça n'impacte pas parce que c'est des parasites et ils viennent là que pour profiter et consommer. C'est peut-être même plus typique du coup du format soirée, ça, non? Non, je l'ai eu, Émilie, tu l'as eu aussi, toi, Émilie? Aussi, ça arrive, bon, pas des cas extrêmes où ils ont sorti le Ricard, mais voilà, où des gens qui se sont dit, on va faire un pique-nique. Ils sont là juste pour profiter qu'autre chose, mais malheureusement, c'est genre dans tout type d'événement, on a ce genre de... Mais d'un côté, moi, je me dis, d'un côté, ça ramène du client parce qu'ils se sont dit, tiens, c'est formidable, on a été là, on a passé un bon moment, même s'ils n'ont même pas goûté les produits. Hein. Mais le fait qu'ils parlent, de toute façon, le fait qu'on parle de nous, je parle nous en tant que domaine viticole, hein, j'inclus tout le monde, ça peut être que profitable pour nous parce que ces gens-là vont pas aller ailleurs et vont faire véhiculer une image assez positive et donc du coup, ça fera que les gens n'ont que envie de venir et des personnes qui peuvent consommer.
On a tous eu, je pense, le client magique qui ne paye pas de mine et qui vous met une addition à 400 € sur une commande de vin et vous dites « Waouh, je n'aurais jamais cru qu'il achète autant de vin. » Et du coup, toi qui ne prends pas de réservation, qui accueille sans réservation au niveau de ton fichier client, tu peux… Ouais, c'est catastrophique. Alors moi, je suis tout à l'opposé. Donc, je suis un peu le seul à gérer donc, un domaine viticole sur 25 hectares. J'ai 2 apprentis. Donc, voilà, ils sont ceux qui sont, ils sont formidables, mais ils ne sont pas… c'est des apprentis, quoi. Ils ne sont pas forcément investis comme ceux que je suis. Donc, je gère autant la culture, l'entretien du matériel, la vinification, la mise en bouteille et les événements. Je suis un peu aidé, donc je pêche un petit peu sur l'organisation. C'est pour ça que je ne prends pas forcément de réservation parce que des fois, c'est moi qui fais les visites, soit dans la cave ou dans les vignes. Donc, il n'y a personne pour surveiller les tables. Et les fichiers clients, en fait, moi, ce que je fais, je prends un moment la parole quand je fais mes balades vigneronnes à dire n'hésitez pas à venir nous voir. Et nous donner, alors moi j'enregistre sur le téléphone parce que je marche énormément par SMS parce que les mails, bien souvent on voit les mails et soit ça part dans les spams ou c'est éjecté et je dis aux gens, voilà, ce n'est pas obligatoire mais si vous voulez avoir des infos du domaine quand on fait, on envoie une quinzaine de messages dans l'année régulièrement, je mets un petit stop SMS à la fin du message, donc je supprime les numéros des gens s'ils ont changé de téléphone ou ils ne veulent plus recevoir des messages. Mais voilà, mon fichier client, il est un petit peu bancal. C'est déjà un bon fichier client s'il y a des numéros appelés. Moi c'est sur mon téléphone parce qu'en fait, les gens, on regarde tous nos SMS. Tiens, qu'est-ce que c'est? En plus, ce n'est pas un numéro 33 quelque chose, du moins 33 67. Voilà, c'est un numéro propre. Et j'invite vraiment les gens à dire d'eux-mêmes, mais si vous voulez avoir des infos quand on fait des événements comme ça, venez vous renseigner sur le fichier. Et ça m'arrive d'avoir une dizaine de personnes, mais je ne suis pas à pousser à la roue, à obliger les gens, parce que je pense que plus on les laisse libres, plus ils se sentent privilégiés d'être invités, du moins de se faire inviter, quoi. Et pas d'être invité, d'être importuné en permanence, quoi. Mais après, ça, c'est ma vision des choses. Peut-être qu'elle est fausse, mais voilà, c'est un peu à quoi j'aspire. D'accord. Je reviens juste sur l'histoire du concours. Il y a Christine qui dit de faire attention aux règles d'organisation des jeux concours. Ça, je ferai point avec Franck, peut-être si ça intéresse d'autres personnes sur les jeux concours. Voilà, de faire un point sur la réglementation par rapport notamment aussi à l'alcool, au vin, enfin aux boissons alcoolisées. Oui, sur les réseaux sociaux, on n'a pas le droit, je l'ai appris une fois que le concours était terminé, mais on n'a pas le droit de faire gagner des bouteilles de vin. C'est comme sur les réseaux sociaux, on n'a pas le droit de mettre des photos où on est en train de consommer du vin. On peut mettre une bouteille de vin, on peut mettre des verres, mais on ne peut pas mettre des gens en train de trinquer, par exemple. C'est contre la loi Evin. Oui. Ça aussi, il y aura un point qui sera fait sur tout ce qui est loi et vin et images, réglementation, etc. Pour l'instant, j'avais une autre question. Oui, allez-y. Oui, désolée, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de questions, mais cette fois-ci, c'est la dernière. Non, mais c'est pour savoir comment vous gérez les chiens, les gens accompagnés de chiens, notamment pas en laisse. Est-ce que vous leur donnez de l'eau? Est-ce que vous prévoyez quelque chose? Votre expérience, votre retour sur les batailles entre chiens? Enfin, bon, je ne sais pas, que sais-je. Parce qu'on en a 2, nous, sur le domaine. Donc, c'est un sujet épineux. Ouais, je me doute. Voilà, nous, on demande de tenir les chiens à l'aise, bien sûr. Voilà. Et puis, s'ils ont besoin d'eau, on leur file de l'eau. Ok, super. Alors moi, c'est un sujet aussi très épineux. Je n'ai pas de chien, mais j'ai un chat qui est un peu, qui est très particulier. En fait, elle a une haine envers les chiens. C'est-à-dire que ce n'est pas le chat qui va se faire attaquer, c'est elle qui va attaquer le chien. Et elle est d'une fourberie où vraiment elle va courir, que le chien soit à hauteur de cheville ou à hauteur de hanche. Elle est tellement drôle que j'ai une cliente au Japon qui m'a fait un manga sur elle. Et c'est un peu une star. Et en fait, j'enferme moi ce chat parce que vraiment elle est assez caractérielle envers les chiens. Mais même en principe, quand il y a quelqu'un qui se balade avec un chien, bon, il a l'amour de son chien, il essaie de le tenir. Après, j'ai toujours un petit peu un mot pour dire excusez-moi, vous pouvez le tenir en laisse parce qu'il y a des gens qui ont peur de dire voilà, je sais qu'il est bien éduqué, de ne pas vexer le maître en disant oui, tenez votre chien, il est mal éduqué. C'est d'y aller. Moi, en fait,
par expérience, je me rends compte qu'il faut être vraiment très diplomate et dire il serait possible, s'il vous plaît, voilà, de faire attention parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur. Pas être dans le directif parce que alors, dès que vous êtes dans le directif, vous avez les réflexions qui fusent sur l'événement et même en dehors sur les réseaux sociaux et après même derrière de dire oh, tiens, là-bas, il y a un vieux grincheux, Qui n'aime pas les chiens. il n'aime pas les chiens. Il n'aime pas les animaux. Il n'aime pas qu'on se balade sur ces parcelles, machin. Moi, j'ai un énorme problème, c'est au niveau des incendies. Donc, comme je vous ai expliqué, donc une pinède. Je fais la chasse aux cigarettes et même pétards, même si ce n'est pas légal. Et ça, je l'ai un petit peu canalisé en marquant des panneaux. Alors, c'est très moche. Sur les arbres, interdiction de fumer, sauf dans la cour du Mas. Donc, j'invite les gens à aller dans la cour du Mas avec des petits manches de boue. Donc, je me demande tout le temps de temps à faire. Donc, ça peut être des tonneaux, mais avec les cendriers et en faisant une petite sollicitation très régulière de dire oh, je suis désolé, vraiment, voilà, je sais que vous allez faire attention, mais il ne faudrait pas que ça attire d'autres personnes qui ne fassent pas attention. Voilà, c'est vraiment le est très joli, mais je mène vraiment sur le fait d'être diplomate avec les clients parce qu'il n'y a rien de plus con qu'un client et nous, on est aussi clients des fois et on le prend mal, ce genre de réflexion. Donc, il faut vraiment amener la faute, pas sur la personne, mais sur les autres personnes qui pourraient voir en disant mais vous êtes respectueuse, mais les autres ne le seront pas. Ouais. Voilà. Mais après, il faut être pédagogue. Généralement, nous, pareil, on est dans un parc. Donc, du coup, et moi-même étant fumeuse, je sais que c'est important la cigarette quand même. Et on a mis des cendriers quasiment partout. C'est-à-dire que s'ils jettent leurs cigarettes par terre, c'est que vraiment ils l'ont fait exprès. Et pour l'instant, sur ce truc-là, on n'a pas eu de souci puisque, surtout quand c'est les périodes de forte chaleur, on leur dit le risque d'incendie est énorme. On a mis des cendriers à votre disposition. Et jusqu'à présent, je touche du bois. On n'a eu que des gens très, très respectueux. Pas un mégot par terre et aussi pareil, on met des poubelles à disposition et pas trop loin puisqu'ils n'aiment pas marcher les gens. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne faut pas que ce soit trop loin, sinon ça ne va pas jusqu'à la poubelle. Et alors que ce soit Émilie ou Bernard, les poubelles, moi j'ai énormément de problèmes à faire respecter le tri. C'est une catastrophe, les gens. Le tri, c'est mort. C'est une catastrophe entre les gens qui jettent les bouteilles de verre dans la poubelle. À usage domestique, à recyclage ou... J'essaye même pas de leur faire trier. Je discutais avec l'organisatrice des estivales de Sommières. Et elle aussi, elle a mis des poubelles, elle a essayé de faire le tri, elle a abandonné. Et toi, Bernard? Moi, je n'ai pas de problème avec les poubelles. Donc, je reviens d'abord au mégot. Une chose après l'autre. Les mégots, on met des cendriers comme Émilie un peu partout et ça se passe très bien. Oui. Par contre, évidemment, on est en pleine cambrousse aussi, donc on a peur du feu. Une année où il a fait très chaud, j'ai mis des comportes pleines d'eau tout le tour, au cas où. Et puis j'avertis les gens, évidemment, leur disant, écoutez, faites attention parce qu'on crée le feu, etc. Oui. Et mes comportes autour, il y a 2-3 copains qui sont au courant. Si des fois il y a un incendie qui venait à partir, on peut l'éteindre rapidement, enfin en tout cas à la naissance, parce qu'il y a 5 ou 6 comportes de 80 litres qui traînent. Et puis quant aux poubelles, alors moi, chez moi, les gens plient, les gens rangent, mettent à la poubelle. Ce qui est merveilleux. Je vais venir chez lui. Vous organisez quel jour je veux venir, je vois. Tu as des clients d'ici. Où est-ce que vous êtes situé, d'ailleurs? Vos domaines respectifs. Moi, je suis très bien. Moi, je suis sur Valfonès. Et toi, Thierry? Et sur Castries, donc c'est à côté de Montpellier. Hein. Alors, je pense une anecdote. Parce que j'ai des amis musiciens professionnels qui ont fait des balles pendant des années. Et un jour, ils me racontaient que plus on s'approche des villes, même en milieu rural, plus les gens sont indisciplinés. Et plus on s'éloigne derrière le pays, plus les gens sont disciplinés. Oui. Moi, je pense que tu as entièrement raison là-dessus. Je confirme. Et par les contre, copains avaient ça par rapport aux bagarres à l'époque. Il y a des balles, donc. Et nous, pareil, quoi. Donc, on n'est pas mergé par les poubelles. On met des poubelles par-ci, par-là, souvent dans des gros sacs plastiques, dans des barriques, des vieilles barriques renversées.
pour l'usage de la poubelle. Et puis moi, je vois parfois, même souvent les gens, aller tout jeter dedans et plier leur table, y compris au concert, aux soirées. On fait donc des concerts, des petites soirées musicales, on va dire, où il y a à peu près entre 150 et 200 personnes. Il m'est arrivé régulièrement de voir les gens débarrasser la table et tout mettre à la poubelle. Voilà. Alors moi, par rapport aux déchets, moi, je vous invite vraiment à faire en sorte que les gens soient vraiment sur des couverts jetables, des couteaux, fourchettes en bois ou des gobelets en carton. Et vraiment à faire en sorte que si vous avez des agriculteurs qui viennent, n'aient pas de plastique. Moi, je fais signer une petite charte qui est débile, mais une dizaine de jours d'événement, et je dis à tout confrère agriculteur qui vient avec des gobelets en plastique, parce que malheureusement, il y en a encore, que c'est exclusion, même si ça me met dans la merde. Mais voilà, c'est un point où vraiment j'impose ça aux gens qui travaillent avec moi. Qu'il y ait personne qui vienne avec qui ne viennent pas avec du plastique, quoi. Ouais. D'accord. Voilà. Nous, on a trouvé notre solution. On est allé acheter dans les trocantes du coin des couverts en inox. On doit avoir à peu près 200 ou 300 couverts en inox et on les met à disposition. Que ce soit pour les soirées musicales, pour les repas donc, ou pour les pique-niques. Donc on fournit le truc et puis ça fait hyper branché à l'époque actuelle. Plus de plastique aussi. Ouais, c'est une bonne idée ça. Après, il faut les laver. Il faut les laver. Il faut la plonge. Pardon? Lave-vaisselle. Lave-vaisselle, oui. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur l'organisation des domaines, s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, qui ont des interrogations avant qu'on passe peut-être à un peu plus sur la communication, les objectifs aussi que chacun peut se fixer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole avant qu'on passe à un nouveau sujet? Ou si vous avez des choses à rajouter, vous, de votre côté, en termes d'organisation? C'est pas mal. Il y a d'autres domaines qui ont des infos aussi à donner. Oui, peut-être que ça n'aille pas que dans notre sens de donner les astuces. Ouais. Et je crois qu'il n'y a quasiment que des nouveaux à part nous, non? Non, je vois qu'il y a Virginie ça fait plusieurs années qu'elle le fait aussi. Christine, ce n'est pas la première année, je crois, si je ne me trompe pas. Non, ce n'est pas la première année, je l'ai déjà fait l'année dernière. Oui. Et alors, est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels tu souhaiterais intervenir ou ajouter quelque chose? Non, je recoupe un peu sur les histoires de réservation. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir de la réservation et puis de laisser un peu des tables en plus pour les gens qui viendraient se greffer. Alors, je ne parle pas de 200 ou 400 personnes, en tout cas. Là, c'est sûr que c'est autre chose, mais c'est vrai que c'est toujours embêtant de refuser des gens. Voilà, mais je parle de volume de volume de personnes beaucoup moins importante que ce qu'on a pu entendre là. Après, effectivement, il y a tous les aspects sécurité. C'est moche, mais il faut vraiment y penser. Pas mettre le feu à la pinède, pas, voilà quoi, le traitement des déchets, ça on en a parlé, mais c'est un moindre mal. La sécurité des personnes, donc limiter les accès aux endroits où on ne veut pas que les gens aillent, même si potentiellement ils peuvent passer en dessous de fils de rubalise ou de choses comme ça, mais que ça soit le plus clair possible. Oui. Voilà quoi, c'est. D'ailleurs, je suis un peu sur la sécurité moi, mais c'est un peu le souci. Pareil, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, des personnes qui viendraient et qui ne feraient pas le jeu, on ne sait pas, ça va être très délicat de les faire partir. Et sait-on jamais, si on les accueille bien aussi, peut-être qu'ils parleront en positif. Après, il faut peut-être leur demander d'aller se mettre à un endroit où, voilà, s'ils sont en plein milieu de toute la clientèle, je ne sais pas ce que ça peut donner comme effet. Voilà, s'ils sortent des bouteilles de whisky ou d'autres choses, je ne sais pas. C'est délicat.
Parce qu'ils peuvent devenir sous après, c'est ça surtout le problème. Alors, il y a ça. Et puis c'est vrai que voilà, les autres personnes peuvent se dire, bah, tiens, c'est bizarre, voilà, c'est quoi ces gens, on les a acceptés, donc c'est très délicat, on marche un peu sur des œufs. Oui, mais ça reste qualité négligeable quand même. Oui, c'est rare. C'est rare, hein. Non, mais voilà, c'est pour ça, c'est rare. Heureusement, c'est rare. Voilà. Ça m'est arrivé de subtiliser des clés de clients ou de refuser le dernier verre au client et de me débrouiller avec, quand c'est quelqu'un que je connais bien sûr, où c'est un problème récurrent, de me débrouiller à voir avec des clients, quitte à... C'est une perte sèche, hein, mais à offrir une bouteille, dire tiens, une bouteille et tu le ramènes chez lui. C'est con, bonne hein. idée, ouais. S'il y a un accident derrière, je ne dis pas que c'est la clé sous la porte, mais c'est que ça fait mauvais genre et que peut-être Franck Tacconi pourrait nous le dire, mais je crois qu'il pense. Oui. Ouais, c'est vrai que Franck pourrait éventuellement dire, il me semble qu'on a on a la responsabilité, malheureusement, de ne pas resservir des gens qui seraient un peu à côté de la plaque. Donc, ça, c'est peut-être un truc à affiner. Alors, c'est toujours délicat parce qu'en fait, mine de rien, en tant que vigneron indépendant, je rappelle, si vous vendez votre propre production sur place, vous n'êtes pas soumis aux mêmes règles que les débits de boissons. Ceci étant, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus dire, parce qu'on n'est pas soumis aux mêmes règles que des débits de boissons, on fait abstraction des règles voilà, de ce qu'il faut se faire, de ce qui doit se faire en termes de santé publique. Donc déjà, vous pouvez mettre aussi à disposition des éthylotests. C'est obligatoire. Hein. Non, pas pour les vignerons. Pas pour les vignerons. Je croyais que c'était passé l'été dernier. Il était question. Non, justement, ils avaient réussi à avoir une dérogation, mais pour autant, c'est important de les avoir. Je ne savais même pas qu'on avait une dérogation. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on fait l'objet de dérogation qu'il faut faire mauvaise image en disant, de toute façon, on fait n'importe comment, on se préoccupe pas de la santé publique. De toute façon, c'est une mauvaise image du métier que de faire ça. Donc, effectivement, fournir des éthylotests, c'est important. Et après, pour ce qui est de vérifier, de surveiller la consommation de chaque personne, ça, je peux en glisser un mot à Franck, voir s'il a des astuces ou s'il a des informations plus précises à ce niveau-là sur ce qui peut être fait en termes de quel levier il peut y avoir. On n'a aucun intérêt que les gens partent complètement ivres, puisqu'on a un beau métier qui est très valorisé. Ma question, Anne, tu sais si les vignerons indépendants vendent des éthylotests ou pas? Au niveau national, vous pouvez passer commande à chaque année au moment du pique-nique pour avoir des éthylotests. D'accord. Il y a un bon de commande dans ce que je vais envoyer à tous les inscrits. Il y aura notamment un bon de commande pour commander des éthylotests. D'accord. Voilà. Je ne sais plus à combien ils sont. À noter toutefois que c'est beaucoup plus compliqué le soir que la journée, évidemment. A fortiori, si on propose un concert le soir. Il m'est arrivé, comme à Thierry, de subtiliser les clés, de faire dormir certains dans la voiture, de leur payer un café le matin, et éventuellement aussi de refiler des bouteilles de vin pour m'assurer que le gars était ramené chez lui, quoi. Mais bon, la journée, quand même, en pique-nique, on a moins ce problème. C'est pas la même clientèle. C'est toujours ce paradoxe que la nuit, les gens ont plus soif que le jour. Ils ne sont pas dans la même optique. Hein. C'est sûr que le pique-nique familial où ça boit, ça picole un petit peu, ou le milieu festif un petit peu de la nuit avec concert musical n'est pas du tout la même ambiance. Et ce n'est pas du tout aussi le même retour financier. C'est-à-dire que un concert, on est sur du volume de masse de gens qui vont prendre un verre ou une bouteille, tandis que sur le pique-nique, on a plus souvent une belle surprise que les gens repartent avec des cartons. Après, il faut savoir comment on place son curseur entre petit nombre de personnes avec un gros ticket moyen ou gros volume de personnes avec un volume un peu plus considérable, mais avec des frais entre la musique, tout ce genre de choses, les droits SACEM, tout ce genre de choses qui coûtent plus cher.
Mais les retombées dans ce type de prestations, elles ne sont pas de suite puisqu'ils ne sont pas dans l'achat, mais par contre, c'est de la pub. Effectivement, tu as entièrement raison, c'est ça, Émilie. c'est de la pub et ils reviennent plus tard. C'est de la pub, moi je le vois essentiellement où j'ai des points de vente, des petites épiceries, des trucs comme ça aux alentours, dans Montpellier et aux alentours, où mes clients me disent, du moins les magasins me disent, ouais, mais il y a quelqu'un qui vous prend régulièrement parce qu'il a fait une soirée chez vous, c'était formidable, je vais y venir la prochaine fois. Je l'ai eu 2-3 fois, ce genre de réflexion. Le vin, c'est beaucoup dans dans le ressenti. Donc, si la personne a passé un bon moment, que ce soit dans une soirée ou avant, et du coup, désolé Bernard. Et je t'en prie. Disons qu'il faut quand même bien le préciser, comme dit Thierry, c'est vrai que, on doit gagner de l'argent pour amortir et vendre du vin durant les événements, mais ça laisse des traces et il faut penser à long terme, il faut penser comme, et effectivement, on n'est jamais à l'abri d'avoir quelqu'un qui se pointe un jour. Ça m'arrive maintenant, je fais ça depuis je fais du vin depuis 2010, régulièrement, le téléphone sonne, les gens prennent rendez-vous et j'ai de très bons clients qui viennent m'acheter du vin parce qu'ils ont entendu parler, parce qu'un tel les a conseillés. Et c'est vrai que les soirées et les journées piconiques sont formidables vecteurs. C'est de la fidélisation client. Ouais, si on résume, en fait, en soirée, on peut avoir peut-être plus grand nombre de personnes, moins de ventes en carton, donc c'est plutôt buvette, on a moins de retours, mais par contre, au niveau notoriété, ça peut faire peut-être plus d'impact. En journée, on va avoir plutôt des clients qui vont, fidèles peut-être, je sais pas, qui vont consommer, par contre, qui vont tout de suite faire transformer en achat, quoi. C'est ça. Je ne sais pas si j'ai bien résumé. Par contre, moi, je voulais un point aussi. Ce qui m'a gêné dans ma courte carrière de vigneron, parce qu'elle est courte finalement, ça fait depuis 2010, donc 12 ans, c'est à un moment donné, je me suis transformé, on s'est transformé avec Christine, en organisateur de concerts, ou de soirées en tout cas. Et ça m'a un peu gêné parce que ça faisait encore une autre corde dans notre arc, certes, mais ça devenait juste épuisant. En plus de tout le reste, évidemment, quoi. Donc, à un moment donné, on a mis le curseur différemment, et c'est là qu'on s'est plus orienté vers des journées récréatives, on va le dire comme ça. D'accord. Et cette année, est-ce que vous vous fixez chacun des objectifs là, en termes de public ou de vente ou de retombées? Est-ce que vous avez… Alors, moi, les objectifs, en fait, c'est de pallier un petit peu à tous les points négatifs, en fait. Donc, avec les deux personnes avec qui je bosse sur ce genre d'événement, je fais toujours un débriefing où je mets les points positifs parce que je ne veux pas commencer par les points négatifs. C'est peut-être ma façon de voir les choses. Et vraiment, je prends les 2 points les plus négatifs et ça, je dis l'an prochain, c'est hors de question. Il faut que ce soit réglé. Pour moi, c'était les premières années, les réservations, donc c'est comme ça que j'ai arrêté. Et là, c'est la limitation avec une jauge pour ne pas aller au-delà d'un certain nombre. Voilà. D'accord. Et comment vous allez se dire qu'il faut du personnel sur place pour dire au bout d'un moment stop? Alors, j'ai un peu l'avantage, c'est que maintenant j'ai deux enfants, du moins 2 filles qui commencent à grandir et qui mettent sur le domaine, une qui a 14 ans, alors oui. C'est du travail dissimulé. Mais voilà, il y en a une qui va avec un clicker. Bonjour monsieur, bonjour madame, vous êtes combien? Allez-y, garez-vous. Voilà. Mais c'est vraiment un truc où, pour moi, ça sort peut-être un petit peu du cadre, le pique-nique familial ou quoi. C'est plus sur de l'événementiel, de le limiter sur ça. Donc, de dire au bout d'un moment, un petit coup de fil, papa, stop, du moins il y a trop de monde, hop, et on se débrouille, on met désolé complet. Et c'est sur la com aussi que ça va être mis. Je vais mettre place limitée à 500 personnes. Voilà. Parce qu'après, au-delà, je ne me sens pas de le gérer. Et comme tu disais, Bernard, c'est vrai qu'à un moment, il y a ce facteur où on se retrouve presque à faire un milieu de la nuit alors qu'on est vigneron et qu'on a autre chose à faire que d'organiser des événements. Et c'est vrai que des fois, je me pose la question, comme tu dis, de revenir un petit peu en arrière, de faire des choses plus petites, quoi. Donc nous, on a vu le truc en 2018, quoi, avec les attaques de mildiou, en mai-juin, bon, tu dois t'en souvenir, évidemment. Et en plus, les week-ends d'animation. À un moment donné, on a pété les plombs. Hein. Ouais, la phase où tu te dis, merde, c'est le seul moment où je peux traiter, allez,
il est 16 heures, je pouvais lancer un dernier pulvé. Oui, c'est vrai. Après, il y a des domaines viticoles qui n'ont peut-être pas notre façon, hein, où il y a vraiment quelqu'un qui est chargé là-dessus. C'est toujours cette histoire de curseur ou comment on le place, mais c'est sûr que le vigneron, comme toi et moi qui sommes autant à la terre et à organiser tout, c'est sûr qu'il y a un moment où il faut savoir sélectionner ses dates. Après, début juin, on est quand même un petit peu sur une période qui est un peu plus calme au niveau du milieu par rapport au pique-nique des vignerons indépendants, mais c'est sûr qu'il ne faut pas trop multiplier les événements à ce moment-là. Okay. Et ça, on ne peut pas le prévoir, donc. On ne peut pas le prévoir, entre guillemets. Donc, quand ça arrive, on fait des journées un peu importantes. Ouais. Et si on revient au niveau de la communication, est-ce qu'il y a des choses que vous diriez c'est pas utile de faire, que vous avez essayé pour le marché qui n'a pas fonctionné, ou d'autres choses que vous dites, ah là, cette année, je ferai plutôt ça pour améliorer ma communication? Est-ce qu'il y a des choses qu'il a très bien résumé la communication. La com, que ce soit les réseaux sociaux, malgré mon jeune âge, je commence à être un petit peu anti-informatique, mais il faut faire parler de nous au niveau local. Si vous ne parlez pas de vous au niveau local, ça ne sert strictement à rien de se reposer sur un événement généraliste au niveau du département. Il y a un truc qui est génial, hein, parce que moi, j'ai quand même des clients par le biais des pique-niques des vignerons indépendants qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Non, on est venu parce qu'on a pris la liste des vignerons indépendants et donc, du coup, on est venu. » Mais il ne faut pas se reposer que sur ça. Hein. C'est vraiment, moi, comme je dis, le camping local, les commerces, même le marché, des conneries comme ça, c'est chronophage, mais ça paye. Du coup, tu fais de l'affichage, tu fais de la distribution de flyers, en fait, je reprends le flyer des vignerons indépendants que je divise en 2 parties, où je mets mon affiche perso d'événements et je garde quand même le bandeau en bas de l'affiche des vignerons indépendants parce que j'estime que c'est un événement co-organisé et d'ailleurs je crois que c'est dans la charte du règlement d'utiliser le bandeau de com, il me semble. Je pense qu'on vous laisse assez libre là-dessus. On vous laisse assez libre, mais voilà, moi c'est bien d'avoir une image. C'est une violence que je me fais parce que voilà, c'est vrai que c'est important. Oui, je te laisse terminer et après je rebondirai sur ce que là. Et vraiment, tu vois, je reprends cette petite affichette où je prends Vistaprint ou l'imprimeur du coin et je fais des demi, des A5 que je mets un petit peu partout. Et surtout, le truc aussi, et qu'on n'a pas trop parlé, c'est le fléchage du domaine parce que les domaines viticoles, on est très, très mal fléchés. Puis bien souvent on est un petit peu informel et donc du coup vraiment le fléchage est très important à mettre en amont mais aussi à enlever après parce que c'est police municipale qui vient vous dire attention vous avez mis ça sur un truc et ne surtout pas, et ça c'est du vécu, c'est pas moi par rapport au domaine mais c'est par rapport à un organisme bio qui avait fait un événement et en fait c'est la police municipale le lendemain qui est venue qui a menacé d'une amende, même c'est la gendarmerie, parce que les panneaux avaient été mis sur des panneaux routiers. Donc vraiment utiliser que des arbres, des barrières, mais pas de panneaux signalétiques. Ça c'est vraiment un point, et surtout les enlever derrière. Oui, évidemment. Juste, je fais une parenthèse, au niveau national, ils fournissent aussi des panneaux de fléchage. Si jamais, vous pouvez en commander aussi. Il y a un tarif, mais vous pouvez commander des panneaux de fléchage. Je vais rebondir parce qu'il a mis le doigt sur une question que je me pose chaque année et que je vais me poser bientôt pour la communication. C'est-à-dire que si on n'utilise que l'affiche ou même l'image que nous ont donné les vignerons indépendants, à part notre logo qui est en dessous, les gens n'arrivent pas à resituer notre domaine. Donc, trouver le juste milieu entre on met le domaine en avant, mais il ne faut pas après oublier les vignerons indépendants. Et moi, chaque année, c'est le casse-tête en disant là, du coup, on voit trop les vignerons indépendants et on est quand même plusieurs dans le même secteur à le faire. Donc, qu'ils sachent que c'est Château-Boissé et qui c'est d'autres qui le font. Je crois que c'est Domaine de Villeneuve qui participe aussi. Je ne sais plus. Et où on est quasiment à côté. Et du coup, le client ne sait pas vers quel domaine il doit se diriger. Il a vu l'affiche,
mais il ne sait pas si c'est la note qu'il a vue ou celui de… Et c'est vrai que c'est un casse-tête chaque année. Pour personnaliser les supports, quoi. Il faut soutenir le concept des vignerons indépendants, donc mettre les vignerons indépendants en avant, mais en même temps, il ne faut pas se mettre trop en retrait parce que sinon, la pub qu'on fait, les gens ne savent pas que c'est notre domaine et pas celui de Tartampion qui est en face. Et trouver le juste milieu et chaque année, oui. Pourquoi pas faire des recto verso avec d'un côté la com domaine, de l'autre côté la com vigneron indépendant? Je parlais pour l'événement Facebook. Ouais. Et les affiches, même quand tu mets une affiche dans un troquet ou dans une boulangerie, il faut que ce soit visuel, il faut que… Il y a vraiment… Moi, je n'ai pas fait d'études dans la com, mais il faut vraiment… que ça claque tout de suite. Tu vois, le repère du logo vigneron indépendant, pour moi, est une importance capitale. Le mot pique-nique est très important, mais après, il faut aussi ramener au domaine parce que moi, je le vois sur ma ville. On est 3 vignerons. Il y en a un qui est vraiment d'une notoriété très, très connue. Des événements à plus de 2000 personnes, donc du moins près de 2000 personnes, pardon. Voilà, il faut arriver quand même à ramener un petit peu le monde avec chez soi. Alors, bien souvent, c'est le logo, le logo du domaine, mais voilà, il faut arriver aussi à attirer l'œil et à être très simple dans les explications. Après, sur les affiches A3 et A2, il y a un bandeau en bas qui est prévu spécialement pour écrire bien clairement le nom du domaine. Donc après, c'est vrai que c'est en bas. Les gens voient… je l'avais vu parce que j'étais tombée sur une autre affiche qui n'était pas de notre domaine et on reconnaît le pique-nique, on reconnaît les vignerons indépendants, mais quand on passe devant, finalement, on ne fait pas forcément attention. Voilà. Et c'était c'est vrai que c'est mon point noir à chaque année. Il faut mettre en avant le pique-nique et les vignerons et le concept pour qu'on soit tous fédérés autour d'un événement. Et c'est vrai, de trouver le juste milieu, et ça est assez… je voulais savoir si d'autres personnes avaient trouvé… J'ai posé autant de questions que moi, ou alors… Pas eu trop de retours là-dessus, c'est vrai, mais bon, je vais y réfléchir du coup parce que c'est la première fois qu'on me fait la remarque. Parce que voilà, je ne voulais pas tout tirer la couverture sur le domaine niveau com, parce que ce n'est pas le but, mais en même temps, je ne voulais pas qu'on soit inaperçu. Et c'est vrai que j'ai du mal à trouver le juste milieu. Voilà. Mais apparemment, c'est comme moi. Non, j'ai le même problème. Le même problème. Donc, je vais essayer de réfléchir. Je vois que l'assistance, les participants à la réunion, donc il y en a quelques-uns qui nous ont quittés. On approche des 19h. Je ne sais pas si vous avez des questions d'autres questions à poser. Sinon, voilà, je vous laisse peut-être, si même le domaine de Capion, si tu as des questions. Non, ça a été hyper couplé. Donc, finalement, même pas besoin de demander quoi que ce soit. Tout est déjà répondu. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je n'ai pas parlé de com, de notre com à Casablès. Ah oui, mais vas-y. Nous, on fait pas de papier, on fait que de l'Internet. J'ai fait du papier il y a quelques années. Comme disait Thierry, j'allais tracter à droite à gauche et ça ramenait pas mal de monde. Maintenant, on fait uniquement de notre com sur Internet, mais elle est globale. C'est-à-dire qu'elle passe toute l'année. Avec le système de newsletter, de blog, j'envoie une newsletter tous les 2 mois à mes chers amis et clients. Ce qui fait que le jour où je me mets à communiquer sur un événement spécifique, à l'occurrence le pique-nique, je le remplis assez rapidement parce que les gens sont habitués à nous voir soit par mail, soit par Facebook, les réseaux sociaux, durant toute l'année. Je trouve ça hyper important à dire parce que beaucoup de nos confrères font l'erreur de communiquer 15 jours avant sur un événement et le reste de l'année, on ne les voit pas. Donc, je pense que c'est important de tenir une communication et ne pas parler de commerce, surtout. Oui, et pas faire comme les agressifs, autres. genre, et bon, viens m'acheter du vin, je caricature, au bout d'un moment, on gonfle le monde. Alors moi, j'ai trouvé une solution en parlant de la vie du vigneron à travers l'année, ou de ma condition de vigneron, et je poétise un peu tout ça, et ça fonctionne pas trop mal. Voilà. Ça, c'est génial. Ouais.
J'apprécie aussi des vins d'autres domaines où je me suis inscrite justement à leur newsletter pour pouvoir, mais parce que je suis cliente aussi. Mais le seul truc, c'est que je me suis désabonnée puisque j'en recevais une tous les 2 mois, mais que du commercial et même pas des promotions ou n'importe quoi, parce qu'il y a quelques cuvées que j'apprécie et je me suis dit, bon, mais le jour où il y a une promotion, au lieu d'en prendre un, je pourrais prendre 2 cartons, mais je me suis désabonnée puisque il n'y avait rien d'intéressant. Et on a tous à peu près les mêmes. Il n'y a que ça. Non, c'est pour ça, c'est très important ce que vous avez dit. Tu en fais combien, Bernard, par année des newsletters comme ça, où tu parles du domaine, de la vie du domaine? 6. Donc, alors, newsletter généraliste où on parle de la vie du domaine et de temps à autre bien ciblé, une proposition commerciale et puis bien évidemment, je renvoie une newsletter avec les pique-niques et les événements. D'accord. Sans proposition commercial, jamais quoi. Ça, c'est génial. Et donc maintenant, c'est la seule com que tu fais pour les événements, dont le pique-nique. Voilà, c'est la seule com que je fais et on est rempli en 10-12 jours, on a 50-60 personnes. Et ça s'appelle in English la telling story ou la storytelling, je ne sais jamais le sens. En fait, on raconte notre histoire. D'accord. Storytelling. C'est ça. Voilà, merci. Storytelling, oui, c'est ça. De toute façon, les gens recherchent de l'humain, de toute manière, ils cherchent effectivement des histoires et après, c'est une porte d'entrée pour parler de vos produits, mais avant tout, ils cherchent à savoir ce qu'il y a derrière, quoi. Ce qu'il y a derrière la bouteille. Exactement, le vin, c'est avant tout culturel et passionnant. Et je crois que nos clients ont... Ça a coupé. On a perdu Bernard, mais je pense que c'est parce que il a dû atteindre une limite de temps, à mon avis. Bon, du coup, je pense qu'on va devoir en profiter pour... on va en profiter pour peut-être de vous dire... voilà, je pense que tout le monde a posé les questions qu'il souhaitait. Oui, d'accord. Bon, il ne me reste plus qu'à vous remercier, tous ceux qui ont participé et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, et remercier les domaines. Bon, Bernard, du coup, je ne sais pas s'il me voit parce que je vois qu'il est connecté en vidéo, donc le remercier aussi de sa participation. Remercier donc Thierry, Émilie, d'avoir partagé aussi naturellement vos expériences. C'est quelque chose de super riche. Et normalement, on a un enregistrement. Donc Bernard, tu viens de nous rejoindre de nouveau. On était en train de conclure, du coup, mais tu n'as pas pu finir ta phrase. Non, mais j'ai donc ça à couper. J'en étais à mes expériences d'histoire, quoi. Effectivement, on se rend compte que culturellement, les gens ont besoin de nos histoires et on arrive à se les attacher, entre guillemets, et puis ça remplit les événements. Voilà. Et je pense notamment que le pique-nique, du coup, c'est vraiment un moment où vous pouvez raconter vos histoires facilement, quoi. C'est un bon vecteur pour pouvoir expliquer aux personnes qui viennent visiter. Voilà. C'est un moment privilégié où ils sont en contact avec vous directement. Donc, voilà. Donc, du coup, je remerciais tout le monde. Quand tu étais parti, je disais que je te remerciais par la vidéo, mais du coup, je vais te remercier par le téléphone, Bernard. Et puis, voilà, je vais remercier Thierry et Émilie d'être là et tous les participants. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, à revenir vers nous, vers moi même au niveau du syndicat, vous avez mon adresse. En tous les cas, vous pouvez vous inscrire sur l'extranet des vignerons indépendants et puis vous recevrez les informations au fur et à mesure que vous vous inscrirez. Moi, je pense que je voulais te remercier, Anne, et surtout les vignerons indépendants, que ce soit tout le staff pour ça, parce que vous êtes quand même un appui assez bien magnifique pour nous, quoi, Merci. Ouais. On est là pour ça. Et Anne, je me disais, c'était peut-être l'occasion de rappeler qu'il y avait quand même des formations régulières et que justement les dernières
Moi, j'y ai participé. C'est vrai que je ne sais pas si elles seront renouvelées, mais par exemple, on parlait du fichier client, on parlait d'organiser un événement au domaine, etc. Ce sont des formations qui ont été proposées. Et c'est vrai que c'est vachement utile au quotidien. Donc voilà, moi, je me disais, c'est l'opportunité d'en parler, de voir quand ça tourne et qu'on a des infos sur les formations. Ça se passe bien, ils sont gentils avec nous. On essaye du moins de vous accueillir convenablement. Et en fait, à chaque fois que je diffuse des informations sur le pique-nique, j'essaie de glisser un mot aussi sur des formations qui peuvent être en lien avec l'événementiel. Là, justement, 21 avril et le 9 mai, il y a 2 formations sur les réseaux sociaux. Donc, ceux qui ont envie d'avoir une petite piqûre de rappel avant de lancer les événements, il y a une formation sur les contenus Facebook, Instagram le 21 avril et puis une formation sur la prise en main d'Instagram pour les débutants, mais aussi niveau intermédiaire, on s'adapte au public. Voilà, donc ça c'est pour les prochaines formations et après ça ira à l'automne parce que vous allez tous partir dans vos activités d'été et que ça va être un peu compliqué de rassembler les gens. Donc, mais on va continuer ces formations effectivement sur fichier client et l'événementiel. On va continuer de les faire parce que je pense que c'est important. Ouais. Voilà, bon, je vais vous dire à tous merci encore et puis à très bientôt, j'espère. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée, merci. Merci, au revoir. Au revoir.